Aujourd'hui, plus que jamais, notre système de santé a besoin d'infirmiers et d'infirmières dévoués et compétents. En effet, le coronavirus, mais aussi plusieurs autres virus à venir vont venir fragiliser cet équilibre qui existe au sein de notre système de santé québécois. C'est pourquoi qu'en tant que futur agent de changement, vous serez amené au courant des prochaines heures, jours, semaines, puis même mois, à promouvoir la distanciation sociale, les précautions de base, ainsi que l'étiquette respiratoire, puis ça au sein même de votre collectivité, afin d'atténuer la courbe relative à l'évolution de cette pandémie. Dans le présent cas du COVID-19, l'importance d'être en mesure d'effectuer une évaluation respiratoire complète, précise et objective revêt ici une importance capitale. C'est pourquoi, à travers cette première capsule, vous serez amené à vous approprier l'échelle de Disney et reconnaître les signes d'hypoxie, puis vous approprier les étapes de l'examen clinique pulmonaire. Comme vous l'avez déjà appris depuis votre première session, avant de procéder à tout examen physique, il faut d'abord commencer par l'entrevue. Donc, comment est-ce qu'on fait l'entrevue? Avec quel outil on débute l'entrevue? Vous le savez tous et toutes, c'est avec le sample. Alors, le S, c'est pour les signes et symptômes associés. Le A, c'est pour les allergies. Le M, c'est pour les médicaments. Le P, c'est pour le passé, donc pour les antécédents du patient. Le L, c'est pour le type d'alimentation ou encore la diète. Et puis le E, c'est pour les événements qui auraient pu potentiellement déclencher le problème de santé qui est ici en cause. Donc, une fois que l'entrevue est bien amorcée, là, c'est important de débuter avec l'examen des signes fonctionnels. Donc, le premier signe fonctionnel présent dans un cas d'évaluation respiratoire, c'est si le patient présente une dyspnée. Donc, on doit être en mesure d'évaluer cette dyspnée grâce à l'échelle de Disney qui se décline en 5 grades. Alors, vous avez dans le premier tableau ici l'échelle de Disney. Par la suite, il faut évaluer si le sujet présente une douleur thoracique qui peut être caractéristique d'une problématique pulmonaire. Donc, on doit évaluer une douleur, qu'elle soit thoracique ou autre, toujours de la même façon, avec l'outil qu'encore une fois, vous connaissez très bien, le PQRSTU. Par la suite, le deuxième signe fonctionnel qui est vraiment important de prendre en compte, c'est la toux. Alors, vous avez ici là, le deuxième tableau qui présente les différents types de toux. Puis finalement, en présence de toux, il faut toujours évaluer la présence ou non d'expectoration. Alors ça, ici, c'est le troisième tableau ici. Donc, si on est en présence d'expectoration, il faut être en mesure de les quantifier puis de les qualifier. Alors là, je vais vous demander de prendre une petite pause dans le visionnement, puis de vous approprier chacun de ces 3 tableaux avant de poursuivre. Maintenant que l'examen des signes fonctionnels est terminé, il faut maintenant passer à l'examen des signes physiques. Donc, l'examen physique permet de recueillir les signes physiques présents chez notre patient, puis se décline en 4 étapes, soit l'inspection qui se fait uniquement avec les yeux, l'auscultation qui se fait à l'aide du stéthoscope, puis la palpation qui se fait avec les mains. Il existe aussi la percussion, mais dans le cadre de votre formation académique d'infirmière technicienne, vous ne serez pas amené à pratiquer cette technique d'examen physique qui est plutôt relayée aux infirmières bachelières ou encore aux médecins. Au niveau de l'inspection, c'est d'abord important d'évaluer l'état de conscience du patient pour savoir si celui-ci est bien orienté. Donc, le patient doit tenir des propos cohérents. Il doit donc être orienté dans les 3 sphères que vous connaissez. Donc, il doit être orienté dans le temps, dans l'espace, puis aussi au niveau des patients. Donc, si le patient tient des propos qui sont cohérents, c'est que ça caractérise généralement un état d'oxygénation adéquat. Par la suite, c'est important d'évaluer la respiration. Donc, on vient ici évaluer la fréquence respiratoire. Alors, avec votre montre, vous devez calculer le nombre de cycles respiratoires, c'est-à-dire une inspiration et une expiration complète. Donc ça, vous devez le calculer sur 30 secondes, puis multiplier par 2 pour avoir le résultat sur 1 minute. En cas d'anomalie respiratoire, calculez par contre toujours la fréquence respiratoire sur 1 minute, puis non sur 30 secondes, parce que ça nous permet d'avoir un résultat beaucoup plus précis. Donc, quand la respiration est normale, le visage du patient va être détendu, sa bouche devrait être fermée, les mouvements thoraciques devraient être symétriques. Lors de l'inspection du cou, la trachée devrait être centrée, les muscles accessoires devraient être bien détendus, les veines jugulaires ne devraient en aucun cas être distendues, puis on ne devrait pas non plus voir de battements au niveau des ailes du nez.
On doit aussi évaluer si la personne présente une toux, comme on a vu dans la diapositive antérieure. Donc, une toux qui pourrait être sèche ou grasse, expectorante ou non. Puis, si on est en présence d'expectoration, il faut évaluer la couleur et la quantité de ceux-ci. Maintenant, c'est super important aussi de bien reconnaître les signes d'hypoxie. Alors, un des premiers signes, c'est la cyanose péribuccale ou périphérique. Une coloration rosée de la peau chez la personne caucasienne ou des conjonctives rosées chez les personnes à peau de couleur noire indique que l'état d'oxygénation est adéquat. Une cyanose, c'est quoi? C'est une décoloration bleutée de la peau et des muqueuses. Elle est causée par la circulation de sang riche en hémoglobine, mais qui est désoxygéné. On observe facilement la cyanose dans les régions péribuccales, comme vous voyez sur l'image, au niveau des muqueuses et au niveau des ongles des mains. Un autre signe d'hypoxie, c'est les céphalées. On peut aussi être en présence de dyspnée, d'altération de l'état de conscience, comme on a vu un petit peu là, au début. Donc, le patient peut être soit confus ou agité. Un autre signe, c'est la fatigue. Et finalement, les patients peuvent également souffrir d'hypocratisme digital, comme la figure le montre à l'écran. Alors, l'hypocratisme digital, c'est caractérisé par un renflement au niveau du bout des doigts, puis ça peut même être observé aussi au niveau des orteils. Cependant, l'hypocratisme digital, c'est vraiment un signe d'hypoxie, mais chez les personnes qui souffrent d'hypoxie chronique. Maintenant, on est rendu à l'auscultation. Alors, l'auscultation se fait avec le stéthoscope, bien sûr, puis ça permet d'évaluer le passage de l'air dans l'arbre trachéobronchique. Lorsque la personne présente une condition pulmonaire normale, il faut ausculter en respectant les points auscultatoires, soit 4 points en antérieur et 6 points en postérieur. C'est ce que vous voyez ici dans la première image. Mais lorsqu'une personne présente une condition pulmonaire anormale, par exemple qu'elle présente une tachypnée, une toux, une dyspnée ou même une altération de l'état de conscience, il faut ausculter les 9 points de la face antérieure et les 16 points de la face postérieure que l'on voit sur la seconde image. Je vous invite donc à faire encore une fois une petite pause dans le visionnement afin de vous approprier les différents points auscultatoires. Maintenant que vous êtes approprié les différents points auscultatoires, voyons maintenant comment ausculter. Alors là, je vous montre un exemple de l'auscultation pulmonaire de la face antérieure. Donc, vous remarquez que le diaphragme du stéthoscope doit être appuyé fermement sur le thorax de la personne. La personne doit respirer par la bouche ouverte pour diminuer les bruits nasaux, puis un petit peu plus profondément qu'à l'habitude afin d'exacerber les anomalies qui pourraient ne pas être bien entendues. C'est aussi important de dire à la personne de respirer lentement pour ne pas que celle-ci s'hyperventile. Puis là, ce que vous remarquez à l'écran, c'est que l'infirmière, elle ausculte toujours de manière symétrique. C'est-à-dire qu'elle compare toujours un site auscultatoire avec son équivalent sur l'autre poumon. Puis, elle ausculte durant une respiration complète. Donc, remarquez, elle demeure sur le site auscultatoire durant toute la phase inspiratoire et expiratoire avant de changer de site. Maintenant, voyons l'auscultation pulmonaire de la face postérieure.
Alors, respirez profondément par la bouche, puis expirez. Donc, maintenant que l'auscultation est terminée, voyons comment procéder à la palpation. Donc, c'est important de toujours commencer par palper la trachée. Celle-ci doit être médiane, c'est-à-dire qu'elle doit vraiment être centrée là, au niveau du cou. Si elle est décentrée d'un côté ou de l'autre ou d'un autre, ça peut indiquer la présence d'une hypertrophie pulmonaire gauche ou droite. Aussi, c'est important d'évaluer la saturation de la personne grâce au saturomètre que vous avez déjà vu là, dans un laboratoire précédent. Donc, une saturation normale devrait toujours se tenir entre 95 et 100% à l'air ambiant. Cependant, c'est important de noter qu'une saturation qui se maintient entre 92 et 95% à l'air ambiant chez les patients MPOC, donc chez les patients qui présentent des maladies pulmonaires obstructives chroniques, cette saturation donc de 92 à 95% est tout à fait normale et tout à fait souhaitable. On ne vise pas plus haut pour ces personnes-là. Donc, voilà pour la saturation. C'est aussi important d'évaluer la reprise capillaire. C'est important de la vérifier afin d'apprécier le transport d'oxygène en périphérie. Donc, il faut calculer en combien de secondes l'ongle retrouve sa coloration rosée après l'application d'une pression. Pour ce faire, il faut comprimer le lis de l'ongle pendant 4 secondes, puis relâcher la pression. Le retour de la coloration rosée, qui est tout à fait normal, devrait se faire en 2 secondes et moins. Donc, vous pouvez faire pause puis regarder sur vous, essayez de le faire ou de le faire à quelqu'un dans votre entourage. C'est intéressant là, de voir ça. Donc, je vous ai dit, ça devrait être plus petit que 2 secondes. Aussi, il faut évaluer l'expansion respiratoire. Donc, l'expansion respiratoire ou encore thoracique, ça permet d'évaluer la symétrie puis l'amplitude des mouvements de la cage thoracique. Pour être normal, les deux mains doivent se déplacer de façon symétrique et toujours revenir à leur position initiale à la fin de la phase expiratoire. On va regarder un peu en image ce que je dis. Prends une grande respiration par la bouche. Expire. L'expansion thoracique ou l'expansion respiratoire peut également se faire en antérieur. Puis finalement, il faut toujours évaluer la présence de douleur. Donc, on doit faire une palpation légère en partant de l'apex des poumons, puis en s'en allant vers les bases, puis ça pour chaque poumon. Donc, il devrait y avoir ni douleur, ni tuméfaction. Donc, voilà, vous avez maintenant en main les connaissances nécessaires pour procéder à une évaluation pulmonaire ou respiratoire qui est tout à fait complète. Je vous demande maintenant d'aller sur la plateforme Moodle puis de remplir le document qui s'intitule « Le procédurier, version étudiante ». Okay? Une fois rempli puis envoyé, je vous enverrai une rétroaction précise sur votre travail. Faut pas oublier d'avoir en main ce procédurier lors de votre prochain laboratoire qui va porter sur la fonction respiratoire parce que vous allez l'utiliser. C'est vraiment, ça va être votre outil qui va vous permettre là, d'appliquer de façon technique ce que vous venez d'apprendre de façon théorique. Alors, merci beaucoup. À bientôt.